Bonjour à tous. Donc moi j'ai pas de PowerPoint pour plein de raisons. La première c'est parce que je veux que vous m'écoutiez. Non c'est pas vrai. Non c'est parce qu'en fait j'avais rien à mettre sur le PowerPoint de particulier. Donc rapidement je viens de terminer donc mon doctorat de sciences du langage où j'ai fait une analyse de deux situations sociolinguistiques différentes dont je vais vous parler très rapidement. À l'époque, je travaillais au laboratoire DDL, donc de Lyon 2, dans l'équipe LED TDR, qui est une équipe qui est spécialisée sur les langues en danger, qui jusqu'à maintenant, c'est une équipe de linguistes, donc qui jusqu'à maintenant s'intéressait au terrain, à la description, à la documentation des langues en danger, et qui menait une réflexion depuis 5 ou 6 ans autour des problématiques de revitalisation de ces langues-là, et qui m'avait demandé de venir en tant que non-linguiste, faire une analyse de la situation sociale, des situations de revitalisation. Donc ça a été ma thèse. Et maintenant, je suis chercheur associé au centre Claudine, je ne voudrais pas me tromper sur la dénomination exacte, mais le centre des langues romanes, qui est l'Institut Pierre Gardette à l'Université catholique de Lyon, avec qui j'ai un contrat de recherche. Donc, votre séminaire, elle, s'il se base essentiellement sur l'enseignement en langue seconde, là, on vous a présenté les deux situations d'enseignement de langue en danger qui sont encore plus ou moins parlées par une partie en tout cas de la population à des degrés de vitalité différentes. Et les réflexions qui vous ont été proposées étaient des réflexions autour de la formation des enseignants de ces langues-là ou de la formation de néolocuteurs. Dans les deux cas, je veux bien souligner qu'on est dans des cas de langue où il y a encore des locuteurs et où on travaille avec des adultes. Donc moi, je vais vous emmener un peu plus loin, dans des situations un peu plus extrêmes, de situations de langue où il n'y a plus de locuteurs, ou quasiment plus de locuteurs, et où les actions de revitalisation, donc les actions pensées autour du sauvetage de la langue, sont des actions qui sont menées dans les écoles, à destination des enfants, dans des conditions particulières. Ces situations-là, donc mon titre c'est « Quand la revitalisation des langues post-vernaculaires nous invite à penser leur didactique », ça c'est mon sujet. Donc ces situations, dans ma thèse, je les ai décrites comme étant des situations sociolinguistiques post-vernaculaires. Alors très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec les situations de vernaculaire et pas vernaculaire, puisque post-vernaculaire voudrait dire qu'on ait déjà une notion de vernaculaire, je suis allée... Non, parce qu'un jour on m'a posé la question, oui, c'est quoi une langue vernaculaire? Pour moi c'était tellement évident que du coup, Alors, vernaculaire, ça vient de vernaculum, je n'ai pas fait de latin, mais je pense que c'est comme ça qu'on devait le dire, qui en fait veut dire ce qui est domestique, natif, indigène, hein, dans le sens en opposition de ce qui s'acquiert ailleurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'espace familier, domestique. Donc, l'extrapolation en sociolinguistique d'utilisation de langue vernaculaire en français, c'est la langue qui est d'usage à l'interne de la communauté, d'une communauté ou d'un groupe linguistique établi. C'est la langue de communication. Elle s'oppose en français encore, je dis bien, en français, c'est une notion qui s'oppose à véhiculaire, la langue véhiculaire étant la langue de communication avec les autres communautés. Donc, en France, par exemple, la langue véhiculaire sera le français, si on part du principe qu'une langue vernaculaire pourrait être, par exemple, dans les cas de populations issues de l'immigration, la langue d'immigration parlée à la maison. Le français étant la langue dont les personnes en France auraient besoin pour pouvoir communiquer entre eux. Alors, je dis en français parce qu'on utilise très peu ce mot. Le terme de vernaculaire n'est pas utilisé couramment. C'est plutôt réservé aux scientifiques, aux avertis, ou j'en sais pas comment on dit, aux initiés, j'en sais rien. Enfin, c'est plutôt scientifique. Alors que c'est un terme qui est extrêmement utilisé en anglais. On dit vernacular language, les vernaculaires. On utilise ça pour justement nommer la langue de communication à l'intérieur du groupe.
Et je souligne qu'en anglais, c'est un terme qui est usité dans le langage courant, parce que la notion de post-vernaculaire que moi j'utilise a été proposée par un anglo-saxon, Chandler, en 2006, qui, lui, l'utilise donc avec son registre d'anglais, hein, post-vernaculaire, et que donc il le positionne comme quelque chose non pas de scientifique, mais comme une situation d'évolution et de changement dans les pratiques de l'utilisation de la langue de communication. En français, du coup, post-vernaculaire, on a l'impression que ça fait du post-modernité, du post-machin, du post-truc, mais parce que vernaculaire, on ne l'utilise pas. Voilà. Mais en anglais, post-vernaculaire, ça pose pas de problème de concept en soi, parce que c'est l'idée qu'on a changé la manière dont le vernaculaire, c'est-à-dire la langue de communication au sein d'un groupe, est utilisée et la manière dont la fonction de cette langue-là a évolué. On est dans un autre état de... Voilà. C'est bon là pour ça, parce que c'est important, parce que le reste passe là-dessus. Hein? Vous pouvez poser des questions maintenant? Bah ça aussi, c'est parce que tu n'as pas compris que tu veux que je réexplique, mais voilà. Donc, les deux langues que moi j'étudie, je vous en reparlerai tout de suite après, sont donc des langues que j'ai déterminées ou que j'ai analysées sous l'angle de la post-vernacularité, en reprenant donc cette définition que Chandler, qui est un spécialiste du yiddish, propose à propos de l'actuelle, alors encore une fois c'est une question de dynamique, de l'actuelle utilisation du yiddish dans les communautés new-yorkaises. Donc contextualisé dans un système, donc il analyse toute l'évolution et aussi toute l'histoire des juifs immigrés. Et ce qu'il pose comme critère de post-vernacularité qui me semble pour moi fondamentaux et très important pour définir la notion, c'est que la post-vernacularité s'inscrit dans une trajectoire de perte. Donc on est bien dans un moment de transition entre une langue qui est utilisée au quotidien, le vernaculaire, et une langue qui perd de son usage de communication intracommunautaire, mais dont les acteurs, les locuteurs sont conscients. Qu'il existe des niches d'usage où la langue sert à autre chose qu'à la conversation, c'est-à-dire puisqu'elle perd cette fonction-là de communication intracommunautaire, elle en développe d'autres fonctions, et cette fonction-là, c'est essentiellement des fonctions d'étude de la langue. Donc quand on s'intéresse à la langue, c'est parce qu'on étudie la langue, donc on produit un discours autour de cette langue, et c'est ce qu'on fait nous autour des langues en danger. On commence à produire des discours et des études autour de cette langue qui disparaît. Et que c'est aussi une langue qui commence à obtenir une valeur symbolique d'objet d'affection. C'est-à-dire qu'on transpose sur la langue, puisqu'elle n'a plus d'usage conversationnel, on transpose autre chose comme valeur à cette langue. Que pour les langues post-vernaculaires, il existe des actions et des mouvements de revitalisation, donc on se préoccupe de la perte et on veut proposer quelque chose pour, non pas pallier, mais pour faire en sorte pas qu'elle disparaisse pas complètement, en plus c'est devenu un objet d'affection, donc on s'y attache, voilà, et qui sont organisés autour de la promotion de cette langue. Et la promotion, et ça c'est très important, la promotion ne vise pas forcément à la revernacularisation de la langue. C'est-à-dire que c'est pas forcément, pour ceux qui sont un petit peu au courant des théories de Fishman sur la revitalisation, c'est pas forcément pour récupérer de nouveau toutes les fonctions d'usage dans tous les domaines d'usage d'une langue dite de communication, de conversation. Donc on est bien dans de la promotion qui vise pas forcément la revernacularisation. C'est pas forcément une langue qui est tournée vers le passé, c'est-à-dire même si on parle de la yiddishitude, c'est pas forcément pour s'intéresser seulement à l'histoire de la trajectoire juive dans le passé, mais aussi porteur d'un symbole d'avenir. Et une langue pour laquelle, alors moi je vais regarder le terme en anglais parce que j'ai pas trouvé la traduction en français qui me satisfasse, performing act. C'est-à-dire que la langue devient quelque chose que l'on performe, que l'on performe, voilà, et donc où il devient plus important que quelque chose soit dit dans la langue, donc soit entendu dans la langue, que le message même de ce que l'on est en train de dire. C'est-à-dire que le sens même
de la phrase, par exemple, a moins d'importance que le fait que la phrase soit dite dans la langue. Donc on est vraiment dans mettre en scène, mettre en jeu, mettre à voir et à entendre. Alors, pourquoi cette situation, moi, je trouve intéressante? Parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes quand on est dans des langues de ce type-là. Les deux langues que j'ai étudiées sont deux langues issues de contextes sociopolitiques complètement différents, puisqu'il y en a une qui est une langue amérindienne, précolombienne, du Nicaragua, donc pays d'Amérique centrale, un des plus pauvres pays d'Amérique centrale d'ailleurs, après Haïti. Une petite communauté d'Indiens, 3000 à peu près, donc assez facilement identifiable, voilà, et qui se trouve dans un système de lutte pour la reconnaissance de leurs droits ethniques, donc dans tout un processus politico-social de revendication de droits ethniques, dans laquelle la langue joue un rôle important, puisque cette langue, ils l'avaient perdue, ce n'est plus leur vernaculaire, ils ont comme vernaculaire aujourd'hui une langue qui est un créole à base anglaise, et ils ont comme véhiculaire l'espagnol, qui est la langue officielle, mais la langue rama, cette langue ethnique, avait disparu. Il reste à peu près une soixantaine de locuteurs, dont 2 monolingues aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas très bien. Bon, c'est jamais très facile de pouvoir compter les gens. Bon là, 3000, ça devient un peu plus facile, mais voilà. Donc, plus de monolingues, quasiment plus de locuteurs, plus de transmission intergénérationnelle, aucun enfant, aucun, ne parle rama. Et bien sûr, c'est plus du tout une langue vernaculaire, du coup. Donc, on a les ramas d'un côté, et on a les franco-provençaux de l'autre. Alors, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au jus de ce qu'est le franco-provençal, ben, c'est tout simplement les patois de la région Rhône-Alpes. Donc, le parler local, le lyonnais, le bressan, le savoyard, on le connaît sous le nom de patois, souvent, même les locuteurs d'ailleurs, et puis associé au patois régional. Donc, vous voyez qu'à priori, on est dans deux situations sociopolitiques complètement différentes. Et puis bon, la population des locuteurs du franco-provençal, alors là, il n'y a plus de monolingue du tout, ou alors il est sacrément liquide, mais ça y est, il aurait 120 et quelques années, donc je crois pas qu'il en reste. Voilà, ils ont tous été à l'école en France, donc ils ont tous été à l'école plutôt, donc ils sont au moins, ils ont comme vernaculaire le français. Et il existe très peu de locuteurs parfaitement bilingues. En franco-provençal et en français. La grande majorité sont des locuteurs avec des compétences variables qui dépendent de l'exposition à laquelle ils ont été soumis à la langue, s'ils sont restés dans le coin, s'ils sont partis à la ville, si leurs parents leur parlaient, s'ils ont entendu, bref. Voilà. Et même pareil qu'avec les ramas, il n'y a pas d'enfants qui parlent le franco-provençal, sauf, évidemment, on va toujours trouver l'exception qui confirme la règle des parents qui auraient eu un sursaut de vouloir enseigner ça, mais il n'y en a pas. Enfin, voilà, où l'exception ne changerait rien à la dynamique globale, c'est plutôt ça que je voudrais dire. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux situations-là, parce qu'à la rigueur, puisque la langue n'est plus parlée, on pourrait se moquer complètement de la situation, la revitalisation, on s'en moque en soi, après tout, parce que les ramas et les franco-provençaux, en soi, ils vivent très bien avec leur vernaculaire, hein. Ils n'ont pas de problème avec le créole, ils n'ont pas de problème, enfin, en gros, pas de problème avec le français non plus. Mais alors, si, il y a un problème parce que justement, il y a une demande. Il y a une demande sociale d'avoir une revitalisation, donc faire quelque chose pour... Alors, je ne peux pas utiliser sauver parce que c'est pas ça, c'est pas sauver la langue, ils veulent pas sauver la langue, mais quelque chose pour que la langue ne disparaisse pas. Et ce quelque chose pour que la langue ne disparaisse pas n'est pas très bien formulé de leur part. Mais ce qui est clair, c'est que dans le registre du vocabulaire qui leur est à disposition, dans ce qui peut être entendu politiquement et socialement, le terme de revitalisation est celui qui est utilisé. Promotion, revitalisation de la langue. Et alors, là où la question est à mon avis, se pose, c'est que les actions qui sont proposées ne sont pas comme dans le cas du Mapudungun auprès d'adultes, mais à chaque fois pensées comme étant quelque chose qui doit se passer dans le cadre scolaire. Donc on demande à l'école, on attend de l'école de revitaliser le franco-provençal et le rama. Très bien. Voilà, ça pose en soi, on pourrait se dire, bah, pas de problème. En fait, si. Parce que
qu'est-ce qui se passe à l'école? On l'a souligné, Soledad l'a souligné tout à l'heure. Ben, à l'école, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'école? Qu'est-ce qu'on fait? On convoque les modèles qu'on connaît. C'est une langue, le rama, le franco-provençal. Ils se sont assez battus, et les ramas et les locuteurs du franco-provençal, pour faire reconnaître que c'était des vraies langues. Donc, puisque ce sont des vraies langues, on va leur appliquer des didactiques de langue, de vraies langues. Et les didactiques de vraies langues qu'on connaisse sont des didactiques français, de langue maternelle, de langue seconde, éventuellement de langue d'immigration ou même de langue indigène. On a développé certaines didactiques comme le Master Apprentice et des choses comme ça. Mais voilà, donc on va chercher les mots, on convoque les modèles qu'on connaît. Et alors, ce qu'il y a, et ça je vous l'apprends pas, ce qu'il y a derrière ces modèles-là, c'est que ces modèles sont pensés, et à raison, hein, comme des modèles d'utilisation de la langue à usage conversationnel, à communication et à usage conversationnel, et on vise quoi? Au mieux, la compétence speak like a native, où on va parler comme un natif. Donc, le processus d'enseignement et d'apprentissage, après, il est bien fait, mal fait, hein, est-ce que c'est que l'écrit, est-ce que c'est que l'oral? Donc après, ça, c'est une autre critique, mais le processus qui est mis en place pour l'apprentissage des langues, quelle qu'elle soit, c'est toujours pour viser une compétence qui doit nous ramener à parler comme un natif, au mieux. Et là, on a la compétence C2 du cadre européen, c'est ce qu'on vise. Alors, on y arrive ou on n'y arrive pas, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, l'idéologie qu'il y a derrière, c'est ça. Donc, quand on va quand on va mettre en place des programmes de revitalisation du franco-provençal et du rama à l'école, on va mettre en place une batterie qui va mettre des processus d'apprentissage pour parler like a native. Bon, et ben c'est vachement bien, sauf que ça marche pas du tout. Voilà, on est face à un énorme problème, donc c'est là où moi je trouve que, j'interviens, c'est de faire ressortir qu'il y a une difficulté et il y a un problème, et de questionner d'où vient ce problème. Pourquoi ces programmes, ces actions, parce que c'est énormément d'investissement, d'énergie, d'espérance et d'argent qui finissent par être des grosses frustrations, qui font que du coup les financeurs se barrent parce qu'ils viennent faire les évaluations, comme Speak Pas Like a Native, ça n'a pas marché, donc je retire mes billes, ils sont trop nuls, ils peuvent pas, ils sont trop idiots, c'est des Indiens, c'est des ploucs, enfin bref, donc aucun intérêt. Non mais c'est ça ce qui se passe, et sans argent on va plus nulle part, donc les projets capotent, et du coup il y a tout un tas de choses qui fonctionnent pas. Alors, mon analyse dans ma thèse, mon analyse est que la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que les modèles qui sont convoqués ne correspondent pas aux situations de ces langues-là. Si les langues ne sont pas des langues dont la visée première est la conversation, on ne peut pas mettre en place des modèles qui sont basés sur un modèle conversationnel, communicationnel, ce que vous voulez. Même, peu importe l'approche qu'on utilise. On peut utiliser une approche bilingue, une approche immersive, une approche comment c'est, le truc actionnel, là, je sais pas quoi, qui est dans le... Voilà, enfin bref, on peut développer tout, grammatico, ce que vous voulez. Si à chaque fois la visée finale, c'est la compétence de conversation pour pouvoir s'en sortir dans la vie et demander son café, ou de se présenter alors qu'il n'y a personne à qui le faire et que personne ne veut le faire, ça, pouf, c'est normal que ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas cette prise en compte de la situation linguistique, sociolinguistique et des attentes. Du coup, je suis allée voir qu'est-ce que pour les ramas et les franco-provençaux, quelle était vraiment la valeur de cette langue pour eux. Parce qu'ils sont quand même dans une demande de revitalisation. Donc, il fallait trouver là où leur représentation à eux était importante et quel type d'usage ils avaient. Et les ramas, par exemple, un usage... Pour eux, ce qui est important dans la maîtrise de la langue, ils sont très contents, alors on en revient à ce qu'on critiquait tout à l'heure, mais eux, ils sont très contents de savoir seulement une liste de mots. Dire que eux, ils viennent égrener leur savoir et ils arrivent partout, dire ah ouais, c'est trop bien, moi je parle le rama, et puis ils nous font la liste des mots qu'ils savent. Et ils parlent mieux le rama quand ils en savent un peu plus que l'autre. Peu importe qu'ils savent faire de toute façon, ils feraient une phrase avec qui, pourquoi, on ne sait pas. Mais globalement, c'est plutôt un étalage de ce savoir. Et à quoi ça leur sert? Ça leur sert dans la vie de tous les jours pour, par exemple, défendre leur territoire. Quand ils sont dans la jungle, c'est des gens qui sont dans des situations assez précaires, ils vivent dans une forêt tropicale qui est menacée par la déforestation, des colons qui viennent pour faire de l'élevage extensif et qui brûlent leurs terres. Donc eux, voilà, ils doivent se défendre. Et donc, pour pouvoir signifier aux colons
l'envahisseur, que ces envahisseurs sont sur le territoire Rama, ils se crient dans la jungle des mots en Rama. Pierre, ouling ouling qui veut dire le singe, ou enfin bon, ils s'envoient des mots qu'ils connaissent. Comme ça, l'objectif c'est de se faire entendre. Donc moi, ce que j'appelle le performing act, c'est-à-dire que là, ce qui est plus important, c'est que l'autre entende qu'il parle Rama, peu importe qu'il comprenne ou qu'il comprenne pas, mais il va identifier qu'il comprend pas, donc il va identifier qu'il est en territoire Rama, parce qu'il va en conclure que c'est Rama. Super. Donc si c'est pour faire ça, est-ce qu'on a besoin de mettre en place une didactique de langue seconde qui vise à savoir demander son café dans un bar où personne ne va Voilà, donc par exemple, donc ils se servent pour un usage démonstratif. Chez les Ramas, c'est clairement à raison d'identification et de reconnaissance. Chez les franco-provençaux, ils n'ont pas besoin de crier dans la jungle ou dans la forêt bressane ou dans plutôt les marais de la Dombe qu'ils sont franco-provençaux. Ils n'en ont pas besoin, mais le processus est le même. Ils n'ont pas besoin de revendiquer des droits ethniques parce que personne ne va leur contester. La situation française fait qu'ils sont français et qu'on ne leur conteste pas ça et qu'ils ne revendiquent pas non plus une appartenance c'est pas les Catalans et c'est pas les Bretons, c'est pas les Corses non plus. Ils se revendiquent pas franco-provençaux, hein. Ils sont pas dans cette démarche-là. Par contre, ils revendiquent une appartenance à une culture, à une mémoire, à une tradition. Alors ils sont pas attachés au passé, mais ce passé-là, c'est ce qui les construit aujourd'hui et c'est ce qu'ils ont envie de transmettre. Même dans la modernité, les Ramas aussi, hein, c'est pas du tout des peuples qui s'inscrivent pas dans la modernité. Loin de là, il n'y a pas de passéisme du tout, ni dans leur discours, ni dans leur voilà. Et donc, comment les franco-provençaux, eux, manifestent leur démonstration et l'usage de leur langue? Eh ben, eux, ils le font autour de chants. Ils font des pièces de théâtre. Donc, ils organisent des pièces de théâtre qu'ils écrivent en franco-provençal. Hier encore, on était à une répétition. Donc ils écrivent ces pièces-là et ils les jouent. Personne ne comprend ce qu'ils veulent dire, ou si ils les jouent pour les locuteurs aussi locaux, mais l'importance, la pièce, elle n'existerait pas si elle devait être écrite en français. C'est-à-dire que ce qu'ils racontent dans la pièce, ils n'auraient jamais idée d'aller la raconter en français. Ça n'a aucun sens pour eux d'aller la raconter en français. Ce qu'ils racontent, ce sont des choses, c'est leur image et leur représentation du franco-provençal, d'une certaine ruralité, d'une certaine tradition, sans être passéiste. C'est bourré d'humour, c'est complètement ancré dans la réalité, dans la modernité, avec l'équipe roco classique. Bon, bref, après, on peut aimer ou pas aimer, hein, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, donc on est vraiment dans le performing. Alors là, pour le coup, complètement dans le sens littéral du terme. Voilà, et donc, ce qui est important, c'est que là, la valeur symbolique de la langue, on ne peut pas la nier parce qu'elle existe et elle est tripale, elle est vraiment affective. C'est ce que Chandler nomme l'affect. Et c'est ça qu'ils veulent revitaliser. C'est ça qu'ils veulent revitaliser. Alors, quand on réfléchit bien, on voit bien que c'est pas les didactiques, enfin les modèles que l'on a à notre disposition, ils sont pas adaptés, quoi. Donc, une fois qu'on a mis ça en avant et qu'on a compris finalement quelles étaient leurs positions et leurs relations à la langue et quels étaient leurs objectifs, et que l'on est dans une situation maintenant où il faut y répondre, il faut répondre à ces demandes-là, la réflexion, et ça c'était la fin de ma thèse, donc j'ai pas de réponse pour l'instant, j'espère que j'aurai une longue carrière de chercheuse là-dessus, mais la réflexion qui s'amène maintenant, c'est quelle didactique créer pour les langues post-vernaculaires. C'est-à-dire que comment offrir une place à ces langues à l'école. Alors, il y a déjà des pistes qui ont été, je dirais, traitées, hein, avec d'autres approches que des approches classiques d'enseignement conversationnel. On a par exemple les approches d'éveil aux langues. Alors, cette approche, par exemple, d'approche éveil aux langues, dans le cas du Rama ou du franco-provençal, typiquement ne serait qu'un outil supplémentaire. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter le Rama et le franco-provençal parmi les langues qui font partie de l'ensemble des langues qu'on utilise pour l'éveil aux langues. C'est-à-dire que ça deviendrait une langue de plus, au même titre que l'italien, l'espagnol, le catalan ou n'importe quoi. Donc, ça ne donnerait pas vraiment
ça apporterait pas vraiment une réponse concrète à la situation de la revitalisation du franco-provençal. Parce que le franco-provençal n'attend pas simplement d'être prouvé que c'est, enfin, d'être mis en place que c'est une langue ou prouvé que c'est une langue, au même titre qu'une autre, mais bien d'avoir sa place à l'école. Et après, il y a aussi toute la question de l'utilisation de ce type de langue-là pour l'ouverture à la diversité linguistique ou pour le développement des capacités cognitives d'apprentissage des langues ou pour l'intercompréhension. Mais là, du coup, ça devient un outil et c'est pas du tout l'objet d'enseignement en soi. Donc ça n'empêche pas, au contraire, il faut faire rentrer ces langues dans ces processus-là. Bien au contraire, il faut rajouter le franco-provençal dans l'éveil aux langues et le rama, le franco-provençal dans l'intercompréhension des langues romanes plus que plus, voilà, c'est lui donner sa place, mais c'est pas ça la réponse à la demande de revitalisation. Voilà, donc j'ai pas de réponse, hein. Moi je suis vraiment là à vous apporter l'état actuel de ma réflexion et la question aussi, je suis pas didacticienne, donc plein de questions aussi autour de quel type d'approche on peut développer, quel type de didactique on peut mettre en place. Ce qui me semble intéressant avec l'utilisation de la notion de post-vernaculaire, c'est de prendre cette notion-là comme étant un moyen peut-être alors moi j'ai appelé ça pendant ma thèse de sortir des cadres. C'est-à-dire puisque on est clairement dans une définition d'un usage et d'une fonction de langue qui n'est pas classique, encore une fois, bon, c'est une création d'une nouvelle catégorie, mais ou agrandir les catégories en rajoutant celle-là, pourquoi pas, mais si c'est une nouvelle catégorie, dans ces cas-là, il faut peut-être apporter une nouvelle réflexion autour de cette catégorie-là, mais permettre de sortir des cadres et de se mettre aussi à réfléchir sur nos propres notions de langue, de qu'est-ce qu'une langue et à quoi ça sert, quelle est la place de la langue à l'école en général, et celle-là pourrait nous apporter la notion, toutes les langues ont une fonction démonstrative, hein. Là, celle-là n'a plus que, enfin, le rama et le franco-provençal, ils n'ont plus en gros que ces fonctions-là. Je dis en gros que parce que c'est pas vrai, mais celle-là est prime et la plus importante. Mais toutes les langues ont une fonction démonstrative. On se sert tous de la langue des fois pour que la langue soit entendue plus que pour le message qu'on est en train de dire. Donc ces usages-là sont pas spécifiques. Mais voilà, à nous amener à réfléchir aussi à la façon dont on a tendance à convoquer des modèles qu'on connaît déjà, et bon, comme disait Soledad, voilà, dans cette démarche-là, il y a ça, donc on va le prendre, mais être obligé aussi de questionner ces modèles-là à chaque situation. Enfin, il me semble, alors là par contre je parle à des didacticiens ou des professionnels de l'enseignement, donc j'imagine que j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, que les choses sont systématiquement obligées d'être re-questionnées par rapport au contexte, par rapport au public, par rapport aux usages, aux fonctions, aux objectifs. Et alors on a une chose très intéressante dans le contexte français qui est en train de naître, c'est des espaces actuels de TAP, parce que dans le temps d'aménagement périscolaire, là, il y a une ouverture, un espace qui n'est plus tout à fait scolaire, sans être tout à fait complètement laissé au libre arbitre du choix. Enfin, c'est un petit peu dans le choix, pas tout à fait. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a un espace où on peut faire rentrer ces langues régionales, travailler autour sans être complètement coincé par un cadre institutionnel qui veut que on produise une évaluation à 1, à 2, est-ce qu'il sait se présenter et parler de sa famille. Parce que ça, évidemment, vous essayez avec le franco-provençal. C'est pas que le franco-provençal ne peut pas, hein. C'est quoi, les Waltec ou je sais pas quoi, ils peuvent exprimer leurs préférences, sauf qu'ils n'expriment pas comme nous. Et les franco-provençaux, ils peuvent se présenter dans leur famille, ils ont tout le vocabulaire, sauf que personne ne le fait parce qu'il n'y a pas de contexte pour le faire. Donc on pourrait tout à fait mettre le franco-provençal comme option au bac. C'est possible. Il y a de la littérature, il y a une grammaire, il suffirait de faire un curriculum, il n'y a pas de problème, hein. On peut évaluer le franco-provençal comme l'italien, l'allemand, le latin, le grec. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne correspond pas à la demande sociale. Enfin, à la pratique sociale, plutôt. La demande, c'est autre chose. À la pratique sociale. Voilà, donc réfléchir, voilà, cette notion de post-vernaculaire, pour moi, elle m'amène à me questionner maintenant sur comment on introduit ces langues-là à l'école, mais ces langues-là, c'est lesquelles? C'est aussi l'ensemble des langues régionales. Comment on construit nos discours autour de l'acceptation de la diversité culturelle, la diversité linguistique, etc. Comment on articule idéologiquement ce genre d'arguments
pour faire la place à ces écoles. Et puis comment on fait une place à des langues qui existent, qui ont une vraie valeur affective, qui sont vraiment socialement, je vous invite à aller voir toutes les associations de patois de la région si vous voulez un jour, sont pas du tout traditionnalistes, tristounettes, même s'ils sont très âgés, mais dans une dynamique sociale importante, et donc qui vraiment, eux, ils le disent, ils veulent revitaliser, enfin, ils vont dans, on a l'association d'Anéron d'hier, et ben ils vont intervenir dans les écoles et ils nous demandent de les aider. C'est-à-dire qu'il y a aussi une demande de la part des personnes qui sont obligées d'aller dans les écoles, où ils nous disent bah, faites-nous des curriculums. Non. Comment je vais faire? C'est quoi le programme? Comment j'enseigne le franco-provençal? Et bon, bah, voilà. Donc il y a une demande sur laquelle on est obligé de se positionner et une réflexion à mener parce que alors là, pour le coup, j'ai pas de modèle. Voilà. Merci beaucoup. C'est dense, c'est très intéressant. Oui. Je bouge pas. Promis, je bouge pas. Oui, c'est très très intéressant. Alors moi, je me demandais d'où venait d'abord la demande sociale quand tu dis bon, il demande, qui demande, pourquoi, à qui. D'accord. Alors là, je vais faire encore une fois, parce qu'on n'a pas le temps de pas rentrer dans les détails, je vais vraiment, grosso modo. La demande sociale, voilà, autant pour le franco-provençal que pour le Rama, est une demande sociale conjointe entre les autorités locales, donc ici à la région Rhône-Alpes, voilà, on a une politique qui depuis 2009 est mise en place et on a une forte demande de la part de la région. Il y a une ligne budgétaire, c'est important parce qu'il y a une ligne budgétaire langue régionale au budget régional, ce qui il n'y en a pas pour le macramé. Hein. Non, mais c'est pas rien parce que ça veut dire quelque chose. Donc là, il y a une demande de faire quelque chose parce que la région veut valoriser, promouvoir ces deux langues régionales, l'occitan et le franco-provençal. Donc l'occitan, il y a un tas de choses qui existent, franco-provençal. Et dans le cas de la situation du Rama, en 79-80, quand il y a eu la guerre des contrats, le processus de paix dans les années 80 qui s'est négocié entre les contrats et la population locale, s'est articulé autour de ça, autour de la revendication linguistique. Et du coup, il y a eu une demande de la part du gouvernement de faire quelque chose pour les langues. Donc dans les deux cas, c'est autorité locale qui a été voilà, une demande politique, mais qui est complètement reprise, enfin appropriée par voilà, par les associations. Par la politique, par le bas. Quoi, voilà. Ça correspond à une réalité sur le terrain. C'est-à-dire que chez les franco-provençaux, enfin je dis franco-provençaux, mais c'est un néologisme, c'est des associations qui sont dans des actions. Donc elles sont en train de faire des choses avant même que la région ne propose. Donc maintenant, elles essayent d'accorder leur demande avec la région. Donc il y a un jeu aussi de compréhension d'un terrain. Et les Ramas, eux, en tant que communauté, sont dans des actions de revitalisation avec une action communautaire. Ouais. Alors bon, tu disais aussi que les réponses à ces demandes sociales, donc qui sont quand même des demandes aussi politiques, des décideurs, c'est pas toujours le cas. Donc je me demandais justement si c'était les associations et ou les politiques. Donc, déjà, là, il y a quand même une demande qui vient aussi du haut, entre guillemets. Et donc tu disais, mais donc, dans la mise en œuvre des actions de revitalisation, en général, on assiste à la mise en place d'une batterie pour former des locuteurs natifs ou des néolocuteurs qui se fondent sur les modèles existants. Et moi, je me demandais, je suis assez étonnée que tu aies observé des tentatives qui allaient dans ce sens-là pour le franco-provençal, par exemple. Ah oui. Oui. Donc ça, je suis assez étonnée qu'on ait pu penser, qu'on ait pu mettre en œuvre des dispositifs fondés sur le CECRL, c'est ça en gros. Ouais. Pour le franco-provençal, j'imaginais pas que ça puisse être interprété comme ça, quoi, la mise en œuvre. Alors, dans le cadre du franco-provençal, les interventions en milieu scolaire sont de deux ordres. Donc c'est les associations. Oui, ce sont de deux ordres. Il y a des enseignants, alors il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on est à l'échelle. On a des enseignants qui sont eux-mêmes néolocuteurs du franco-provençal, qui sont enseignants par ailleurs d'autres matières, donc au collège, au lycée et en école primaire, et qui font
soit donc au collège et au lycée, soit des cours de franco-provençaux qui sont proposés en option pendant le temps de midi et 2 par exemple, soit dans le cadre d'un projet d'école en tant qu'institut en primaire qui font des actions ponctuelles d'enseignement, donc participation à des concours comme le concours Constantin des Ormeaux, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est par les enseignants en poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervenant, enfin c'est les enseignants en poste qui se saisissent de ça. Après, on a des associations qui interviennent dans les écoles à la demande des écoles. Donc là, on est dans une autre problématique, mais où ils nous demandent à nous de leur produire du matériel. Du matériel qui se réfère au modèle Oui. existant. Et après, on a le programme, c'est Soprano, donc lui qui est financé par la région, donc au niveau du lycée, où on peut développer 21 heures d'animation sur autre chose, et où là, pareil, il y a de la demande de la part des deux, sollicitation de la part de la région parce qu'ils financent, et puis les associations qui veulent bien, des lycées qui demandent et qui n'ont pas d'association, des associations qui sont disponibles mais qui n'ont pas de lycée, et à chaque fois une grosse problématique de et comment on met ça en place. Bon, ça va. Je peux continuer dans les questionnements complémentaires. C'était très complet tout ce que tu nous as présenté. Du coup, moi, ça me donne du grain à moudre. Oui, parce que donc je crois que j'ai mieux compris la notion de post-vernaculaire. En même temps, du coup, je me dis, parce que donc, je dis, bon, voilà, il y a une demande sociale, les réponses en général, se calquent sur les modèles existants, vise le locuteur natif. Donc, comment peut-on revitaliser une langue post-vernaculaire? Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu entends par revitaliser une langue post-vernaculaire si ça n'est pas récupérer des fonctions? Voilà. Enfin, oui. Voilà, pourquoi dire revitaliser? Du coup, pourquoi conserver ce verbe de revitaliser ou ce terme de revitalisation? Ouais, c'était la conclusion de ma thèse aussi, c'est qu'il faut tout changer maintenant, il faut changer les notions qu'on utilise et les référents conceptuels sur lesquels on s'appuie. Moi, je suis partie d'un certain nombre de référents conceptuels tels qu'ils sont définis dans la littérature et tels qu'ils sont appréhendés. Et quand j'ai abordé, parce que le post-vernaculaire est venu au moment de l'analyse de mes données, donc tard dans mon travail. Et quand j'ai introduit cette notion-là et que j'ai repris mon analyse de données à partir de cette notion, tous mes concepts, ils étaient à prendre et à reprendre, quoi. Ah, mais d'accord, mais oui, la revitalisation, la revitalisation, c'est le seul mot qui aujourd'hui existe et non, c'est pas ça. C'est le mot qui aujourd'hui parle. C'est-à-dire que si tu vas, non, mais parce que aux décideurs et aux financeurs. Voilà, c'est-à-dire que si tu vas proposer une action, il faut que tu utilises, c'est pas il faut, mais les mots que tu utilises sont des mots déclencheurs. Voilà. Je suis bien d'accord. Après, ça crée forcément des malentendus. Voilà, parce que revitaliser une langue post-vernaculaire, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, aucun des locuteurs ne l'utilise. Eux, ils parlent faire revivre, promouvoir. Vas-y. Oui. Moi, c'était dans le même sens parce que quand on parle de yiddish ou de l'hébreu, tout ça, on a parlé aussi de résurrection. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, on met les mots revitalisés. Que les décideurs politiques l'utilisent, on comprend bien, puisque ça va en dessous. C'est dans cette logique. Eux, ça ne leur intéresse pas s'il y a des spécificités ou pas. Non? Mais nous, on sait que les mouvements de revitalisation, ils sont très longs. Je ne sais pas si on peut en parler là des mouvements de revitalisation qui ont réussi. Parce qu'on a l'école bretonne, on a l'école corse, oui, ça a maintenu des locuteurs, mais ça ne veut pas dire que ça a occupé les scènes nationales, les langues. Donc, les mouvements de revitalisation. Et ils ont fait beaucoup, ils ont avancé, mais à la base, c'était des locuteurs. Ou des pas locuteurs, mais des gens qui s'identifiaient avec. Si ça commence pas par là, je vois pas. Si ça commence par les politiques qui disent maintenant il faut faire,
Et puis après, il y a les gens qui disent, ah oui, tiens, pourquoi pas, et en plus, il va y avoir de l'argent, on va faire. Mais que ni les décideurs savent ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils connaissent, parce qu'ils mettent sur revitalisation tout ce qu'il y a, ni les gens auxquels on dit on va revitaliser ta langue. Eux non plus, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, ils se retrouvent d'où non savoir. Et je crois que c'est vraiment là qu'il faut qu'on réfléchir. Parce que d'un coup, ça met en question la didactique aussi, si tu veux. Et tu dis, bon, bah, ça fait chaîne. Ça fait chaîne. Ben moi, il me semble que ça peut être un point de travail, de négociation. Intéressante, d'éclaircie. Entre les trois parties apparemment dans la situation. Vous, les associatifs, locuteurs, ou en tout cas défenseurs ou promoteurs de cette langue, et les politiques. Et alors, par contre, du côté Ramas, c'est quand même encore un autre contexte, mais c'est peut-être pas si différent. Non, si le contexte socio-économique et politique et idéologique, enfin, et politique par contre, est différent, le mécanisme social autour de ça est similaire. Alors oui, je disais peut-être, je voyais peut-être une différence avec le contexte du Rama, dans le fait qu'il y a un vernaculaire qui est une autre langue que celle dominante, alors que dans le franco-provençal, il n'y a pas... non, c'est oui, non. Et mais elle leur est pas propre. Mais elle leur est pas propre, mais c'est leur vernaculaire actuel. Qu'ils refusent comme langue. Qu'ils refusent comme langue, en tout cas à fonction identitaire. Qu'ils refusent. Voilà. Mais ça c'est le contexte dans lequel... Ils ne s'identifient pas. Et ça, c'est le contexte dans lequel, après, bon, c'est le principe aussi des langues post-vernaculaires selon Chandler, c'est que le principe même de la langue post-vernaculaire, c'est que comme elle n'est plus le vernaculaire, elle est forcément dans un système de contexte plurilingue et pluriculturel. Donc en plus, elle s'inscrit systématiquement dans un rapport de comment je gère les autres langues en présence. Et ça c'est sûr que la situation du Rama est plus emblématique et plus représentative que la situation du franco-provençal, sauf si on prend le franco-provençal sur l'ensemble de l'ère, avec l'italien, etc. Mais bon, c'était pas mon sujet. Mais pour en revenir juste pour... Ça me rappelle complètement la déclaration d'un descendant de migrants algériens qui disait « Ma langue, c'est l'arabe, mais je la parle pas ». Oui, voilà. C'est la fonction emblématique. Et c'est en ça que je pense que c'est une réflexion qui est intéressante en dehors du côté indigène du Rama. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la fonction emblématique qu'ont ces langues-là et à le prendre en considération pour l'individu, élève, apprenant en classe, enfin... C'est là que j'en viens à mon dernier point qui découle de tous les précédents sur l'éveil aux langues. Mais sinon, on pourra en reparler plus tard. Hein. Ouais, on va arrêter, je crois. Non, voilà, on en reparle plus tard. Pour la petite histoire, le franco-provençal a été utilisé à Rieux avec Claude Londres dans un cadre d'éveil aux langues. Oui, voilà, mais c'est parce que c'est ça, je peux pas faire l'ensemble des activités, mais voilà, mais effectivement, il y a énormément de micro-actions qui se font localement, alors on essaye de tout centraliser pour avoir une vision plus générale, mais oui, il y a plein de petites actions. Oui. Excusez-moi, cette langue franco-provençale, elle a pas un nom. Franco-provençal. Non, parce que depuis tout à l'heure, c'est pas l'arpitan. Voilà, ça fait écho. C'est ça. Arpitan et franco-provençal sont la même chose, mais il y en a une qui est idéologiquement marquée. C'est associé à tout un contexte idéologique qui est donc arpitan, qui a une construction politique et idéologique derrière. Et le franco-provençal est la langue idéologiquement marquée, scientifiquement parlant. C'est-à-dire que c'est les linguistes qui ont nommé ça. Et donc c'est devenu le terme politiquement correct d'utilisation aujourd'hui. Alors que les arpitanistes ou l'arpitan, c'est la langue qu'un groupe de locuteurs a décidé d'utiliser. Voilà, bref, c'est une grande histoire. Voilà. Mais c'est la même chose. Mais c'est là-bas où on parle le plus. Non, c'est pas... En Italie. C'est pas toi. Voilà. Les arpitans, c'est pas en Italie. Non, il y a des arpitans en France. En Italie, il n'y a plus d'arpitanistes. Il y en a eu, mais il n'y en a plus parce que c'est connoté politiquement très fortement négativement. Des activités d'événements qui n'intégraient pas justement le franco-provençal.